Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure du journal sur Esaïe TV, dont voici le sommaire. Au sommet de ce journal, vous aurez la conférence de presse des transporteurs et conducteurs du Bénin à la Bourse du Travail. Et les artistes béninois ne sont pas contents des nouvelles réformes du secteur culturel. Ils l'ont fait savoir à travers un sit-in aujourd'hui au ministère des Finances. C'est aujourd'hui l'élection du président du Conseil d'orientation et de supervision de la LEPI. Vous aurez plus de détails dans ce journal. À nouveau, bonsoir. Les transporteurs et conducteurs du Bénin ont tenu une conférence de presse dans cette matinée à la Bourse du Travail. L'objectif de cette conférence est d'amener le gouvernement de Patrice Talon à suspendre le bureau du fret installé au port autonome de Cotonou. Le compte-rendu est signé Bernice Loco et Thierry Azagba. Les transporteurs et conducteurs gros porteurs du Bénin demandent au gouvernement et au président Patrice Talon de suspendre le bureau de fret installé au port autonome de Cotonou. Les transporteurs se sont prononcés au cours d'une conférence de presse tenue ce mercredi matin. Ils ont dénoncé cette manœuvre qui, selon eux, va réduire plus la compétitivité du port. Impossible aujourd'hui de charger des camions au port sans passer par eux. Ils sont à la fois transporteurs, commissionnaires, alors que le transport constitue une activité libérale. Les importateurs ne sont-ils pas libres de confier leurs marchandises à ceux qu'ils veulent? Chers journalistes, l'heure est grave. Le secteur du transport ne serait pris en otage par un groupuscule de transporteurs qui ne visent qu'à défendre des intérêts individuels au détriment de ceux de toute une corporation et par extension tout un peuple. Ils ont piégé le ministre des Transports qui leur a donné une autorisation. Mais nous n'allons pas les laisser conduire le gouvernement dans des erreurs. Ces transporteurs ne comprennent pas que les mêmes hier qui ont combattu le président Patrice Talon pour la mise en œuvre du programme de vérification des importations PVI reviennent aujourd'hui le soutenir. Leur stratégie, c'est de bloquer les chargements au port afin de conduire le gouvernement à l'échec dans la mise en œuvre des réformes portuaires. La quasi-totalité de ceux qui se disent syndicalistes et qui gèrent les chargements aujourd'hui sont des gens qui ont été et continuent d'être des soutiens financiers de ceux qui ont géré le pays pendant 10 ans avec des résultats insatisfaisants qui ont amené le peuple à opter pour la rupture. C'est inconcevable que les mêmes qui ont combattu le président Talon dans la mise en œuvre du programme de vérification des importations PVI de la nouvelle génération se repositionnent pour dicter leurs lois à toute une corporation. Pour ces transporteurs, l'heure est grave et il faut tirer la sonnette d'alarme. Pour eux, la gestion du bureau du fret du port va causer d'énormes préjudices à l'économie nationale. Les artistes béninois ne sont pas contents des abattements opérés sur le budget du Fonds d'aide à la culture. Cet abattement est excessif selon le collectif et sous la bannière du mouvement Mercredi Rouge. Pascal Wanou, le porte-parole de ce collectif, a présenté une motion dans ce sens au thème du sit-in. Suivez ce reportage. Le mouvement Mercredi Rouge des artistes ne décollait pas. Ils ne sont pas prêts à accepter le nouveau taux de financement du Fonds d'aide à la culture qui est revu à la baisse. Une réduction de plus de 2 milliards de francs CFA qui n'avantage pas les hommes de la culture. Ils ont pris d'assaut le ministère des Finances ce mercredi matin pour faire entendre leur colère. Le budget du FAC a été amputé de plus de la moitié de son financement. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, vous venez de nous priver de 52% du financement destiné au développement culturel du Bénin, et ce, en violation flagrante de la loi portant charte culturelle du Bénin. Ce faisant, monsieur le ministre, vous avez décidé de nous asphyxier et de nous mettre à la rue.
Vous avez décidé de nous priver de travail. 52% d'abattement, c'est de l'injustice. C'est ne pas considérer le secteur de la culture et ses acteurs. 52% d'abattement, c'est une honte pour le gouvernement de la rupture. Et nous, artistes et acteurs culturels, ne pouvons l'accepter. Une satisfaction de leurs doléances est le souhait de ces culturels qui s'opposent aux nouvelles réformes dans ce secteur. Le représentant du ministre des Finances promet que leur revendication sera prise en compte et les exhorte ainsi au calme. Le ministère des Finances ne fait pas une notification en allant dans les détails. Le ministère des Finances fait une notification globale. Je comprends les préoccupations que vous avez exprimées et je pense que nous devons pouvoir nous asseoir pour regarder ces préoccupations. Ce n'est que dans le dialogue, ce n'est que dans la discussion. Ce pays, c'est nous tous. Et s'il y a des difficultés, nous devons nous asseoir tous pour trouver ensemble des solutions. Donc, je voudrais nous inviter à la patience, au dialogue. Nous devons pouvoir nous asseoir très rapidement pour regarder ces éléments chiffrés que vous avez évoqués, mais qui malheureusement ne sont pas à mon niveau actuellement, ne sont pas à ma portée. La révision des nouvelles réformes du domaine de la culture est le souci de ces acteurs et leur présence ici est l'une parmi les séries d'actions en cours. C'est aujourd'hui que sera élu le président du Conseil d'orientation et de supervision de la LEPI après leur prestation de serment ce lundi devant le président de la Cour constitutionnelle. Les 11 membres du COS-LEPI, désormais investis dans leurs fonctions, vont jouer un des rôles capitaux dans l'organisation des prochaines joutes électorales, a rappelé Théodore Olo, le président de la Cour constitutionnelle, lors de leur prestation de serment. Messieurs les membres du COS-LEPI, comme je le disais à vos prédécesseurs l'année dernière, votre tâche est primordiale car vous êtes au commencement de tout processus électoral dans notre pays. Or, vous le savez tous, disposer d'une liste électorale fiable, c'est déjà réussir dans une large mesure une consultation électorale. Votre responsabilité dans l'organisation satisfaisante des futures consultations référendaires est pleinement engagée. La République attend donc de vous un travail impeccable, accompli avec conscience, professionnalisme, dans les délais légaux, c'est-à-dire au plus tard le 31 janvier 2017, et dans le respect des prérogatives de l'Agence nationale de traitement. Vous saurez, je n'en doute guère, relever les défis qui vous sont lancés. Ma conviction se fonde sur non seulement vos qualités personnelles et vos expériences individuelles, mais aussi le fait que nous venons d'organiser, après les 2 élections capitales de 2015, l'élection présidentielle de 2016, sur la base du fichier électoral apuré et révisé par vos prédécesseurs, un fichier consensuel qui, en principe, intègre déjà ceux qui ont atteint l'âge légal pour voter en 2016. Il ne vous restera donc qu'à prendre en compte et à intégrer au fichier électoral que les électeurs omis ou qui viennent d'atteindre la majorité. Je suis persuadé que vous saurez préserver l'esprit de consensus qui a présidé à la création de votre organe et que vous accomplirez votre mission à la satisfaction de la nation tout entière en vue de la préservation de la paix, de la stabilité des institutions, de la légitimité des gouvernants et de la cohésion sociale. La chute du Naira affecte les affaires au Bénin. Cette situation inverse le sens des échanges entre le Bénin et le Nigeria. Des commerçants installés au Bénin, dont les transactions se font entre ces deux pays, parlent de ces conséquences au micro de Kalki Tomé et de Chabel Houpé. When they come with 5,000, they change here, they have like
15,000 CFA. But today, Dans ce passé récent, quand les clients viennent du Nigeria avec 5 000 naira, ils les échangent contre 15 000 francs CFA. Mais actuellement, ils ont à peine 7 à 8 000 francs. Et ils ne sont plus en mesure d'acheter autant de marchandises qu'ils espéraient. Nous ne vendons plus. Le taux d'échange affecte réellement nos affaires ici. the exchange in naira is affecting us here. Really. My name is John Uchenna David. I'm from Nigeria. I'm selling inside Mr. Boy here. What you're experiencing now is very tough because of a lot of, business between here and Nigeria. Je suis nigérien et je vends à Misebo. Nous ne pouvons plus vendre à cause du taux d'échange du naira. Beaucoup de gens retournent déjà au Nigeria. Le mouvement va continuer dans ce sens si le taux d'échange reste à ce niveau. You can see that a lot of people have already packed out from this country because of the exchange rate. They can't able to sell their market again. So the thing is really affecting us here. And if the exchange rate is continuing like this, we and Nigeria will go because about the rates, I'm very weak about it because ever since I'm this Benin, I've never seen the rates being like this before. So right now the exchange rate is. Je suis vraiment affaibli par la situation du naira. Depuis que je suis au Bénin, le taux du naira n'a jamais été aussi bas. Quand le taux est bon, les étrangers viennent acheter. Mais quand il est comme il est actuellement, non seulement qu'ils ne viennent pas, mais c'est d'ici que les gens vont au Nigeria pour s'approvisionner. Those here are even going back to Nigeria because once Nigerians are not coming in here again to buy, we in here we are suffering it. Why? Because they buy and the exchange they will change. They have to change it back. They will have to lose in it. So the thing is really affecting us. Les écureuils du Bénin se déplacent le 4 septembre au stade du 26 mars de Bamako pour affronter les Aigles du Mali dans le cadre de la deuxième et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. À cet effet, les sélectionneurs des équipes nationales du Bénin et du Mali ont dévoilé en début de cette semaine les listes des joueurs retenus pour la rencontre. Léa Glago et Larios Adjagbeno. Omar Tchomogo, sélectionneur des écureuils du Bénin, et son homologue Alain Giresse des Aigles du Mali viennent de publier les listes des joueurs convoqués en marge de la rencontre Mali-Bénin du 4 septembre prochain pour le compte de la dernière journée des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Pas de grande surprise sur ces listes. Les cadres des deux sélections y figurent. Toutefois, on note le retour de certains joueurs et de nouvelles têtes en sélection. Côté béninois, Omar Tchomogo a convoqué 21 joueurs pour cette expédition. Sans surprise, ces hommes clés, depuis qu'il est à la tête de l'encadrement technique de la sélection nationale du Bénin, sont présents sur la liste. Parmi ces cadres, on retrouve entre autres Stéphane Sessignon, le capitaine des écureuils, Fabien Fanol, Belo Babatunde, Michael Poté, Rudy Djestede et le virevoltant Jodel Dossou, auteur de 2 passes décisives contre la Guinée équatoriale le 12 juin dernier. 2 internationaux font leur retour en sélection après plusieurs mois d'absence. Il s'agit du latéral gauche de Caen, Emmanuel Imoru, et de Ceci d'Almeida, néo-sociétaire de Barnsley, club de 2e division anglaise. Sur cette liste également, il y a un nouveau venu en sélection, Richard Bakary. Il est un jeune latéral droit franco-béninois de Southampton, club anglais. En face de lui, Alain Giresse, le sélectionneur des Aigles du Mali, a fait appel à 23 joueurs pour cette confrontation. Déjà qualifié à la phase finale de la CAN, Alain Giresse a tout de même retenu les habitués de la sélection. En outre, on note le grand retour du gardien emblématique du stade malien de Bamako, Soumaïla Diakité, 31 ans. Sa dernière sélection remonte à 2015 lors de la CAN en Guinée équatoriale. Aussi, l'ancien joueur de l'association sportive Real de Bamako, Diaïdé Samasekou, évoluant actuellement au Red Bull Salzbourg en Autriche, intègre pour la première fois l'effectif des Aigles seniors. Les 2 sélections démarrent en début de semaine prochaine les préparations en vue de la rencontre. Mais avec le démarrage des championnats européens, la question qui retient toutes les attentions est de savoir maintenant si les joueurs convoqués vont répondre à l'appel pour cette confrontation. Ce match est décisif pour le Bénin pour la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017 et va décider de quelle équipe sera la première du groupe C. On finit ce journal par les informations d'outre-mer dans la page inter que nous propose Billy Laibi.
Au Nigeria, l'armée nigériane a annoncé dans la journée d'hier sur Twitter que plusieurs officiers de Boko Haram ont été tués dans un raid aérien. Et le chef du groupe terroriste Abubakar Shekau est gravement blessé. L'armée nigériane a précisé sur RFI que ce raid aérien a eu lieu vendredi dernier dans un village de l'État Borno au moment de la prière. Au Gabon, c'est la dernière ligne droite avant la présidentielle. Les électeurs gabonais sont appelés à voter pour choisir leur prochain président parmi 11 candidats dont Ali Bongo, le président sortant, et Jean Ping, rallié par 3 candidats de l'opposition, dont Guy Nzumba Ndama et Kazimi Oyemba. Au Burundi, 8 habitants de Bujumbura sont détenus depuis samedi dernier. Ils ont été arrêtés avec 46 autres personnes dans un bar. Ces personnes faisaient diffuser de fausses informations sur le réseau social WhatsApp. Selon le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Pierre Nkurikiye, il s'apprêtait à diffuser d'autres propos diffamatoires et injurieux. Ils s'étaient rassemblés pour pouvoir mettre les dernières retouches et la police les a surpris. La police a donc gardé les 8 personnes principales et a relâché les innocents qui se trouvaient dans le bar. En Afrique du Sud, Johannesburg, Pretoria, Le Cap et Port Elizabeth sont des villes désormais gouvernées par des maires de l'opposition, notamment le parti Alliance démocratique. Le Congrès national africain du président Jacob Zuma conserve de grandes villes, lesquelles sont Durban et Ekurhuleni. En Australie, un Français âgé de 29 ans est soupçonné d'avoir poignardé à mort une Britannique avant de lancer Allah Akbar lors de son arrestation. Il aurait aussi blessé 2 personnes dans une auberge de jeunesse australienne. D'après le directeur adjoint de la police de l'État Queensland, Steve Golchewski, rien ne laisse penser à ce stade que le suspect pourrait avoir un lien avec le groupe de l'État islamique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et restez toujours connectés sur le www.ezaitv.com.